Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu, Spill the Politics. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la question de la mise en danger de la culture et de la connaissance dans nos sociétés actuelles. Pour commencer, vous vous demandez sûrement ce qu'on entend quand on parle de la culture et de la connaissance. Pour vous expliquer ces termes simplement, la culture, elle est définie comme l'ensemble des coutumes, idées et comportements sociaux d'un collectif reflétant notre héritage commun. A l'inverse, la connaissance représente les faits, informations et les compétences acquises par l'expérience ou encore l'éducation. Dans un monde où l'évolution est constante et où les enjeux technologiques et politiques redéfinissent nos sociétés, la culture et la connaissance sont de plus en plus vulnérables. Alors, pourquoi peut-on dire que ces deux éléments sont en danger aujourd'hui ? Et quelles en sont les conséquences que cela pourrait avoir sur notre avenir et celui de nos sociétés ? C'est ce que nous allons tenter de démontrer tout au long de cet épisode. Dans une première partie, vous serez accompagné de Marie et Malak pour vous expliquer cet enjeu dans le monde entier. Ensuite, nous ferons un zoom sur la situation spécifique de la France avec Sarah B, Olivia, Sarah G. Nous allons donc essayer de comprendre la situation mondiale à propos de l'accessibilité de la culture en se concentrant sur les différents problèmes liés à la mise en danger de la culture et par conséquent aussi la connaissance. Pour cela, nous allons nous baser sur différents exemples de pays, que ce soit des pays plutôt développés comme en voie de développement, car nombreux sont ceux qui souffrent de conséquences multiples qui impactent leur culture. Premièrement, nous vivons dans une ère où le rapport à la culture et la connaissance évolue drastiquement avec les nouvelles technologies comme ChatGPT ou même les réseaux sociaux, notamment TikTok avec ses contenus courts. Cela pose la question de l'impact de ces nouvelles technologies sur l'accès à la culture et la connaissance. Ces technologies sont donc un nouveau vecteur pour transmettre la connaissance. En effet, le format court, accessible mais aussi la dimension mondiale des réseaux sociaux permet aux nouvelles générations d'en apprendre plus sur une multitude de sujets différents, mais aussi permet aux générations d'en savoir davantage sur la culture en créant des tendances comme le BookTok, phénomène livresque connu à l'international. Cependant, ce changement radical dans notre façon de s'informer et donc d'avoir accès à la culture implique aussi des côtés négatifs. En effet, les nouvelles technologies ont transformé l'accès à l'information, mais ont également créé de nouveaux défis tels que la propagation de fake news, mais aussi les limites des algorithmes et des intelligences artificielles. Aussi, ils favorisent la consommation rapide et fragmentée des œuvres, au détriment d'une appréciation beaucoup plus approfondie. La lecture en diagonale et zapping permanent rendent beaucoup plus difficile l'appréciation profonde de la culture. De plus, la mise en danger de la culture se traduit par l'apparition de conflits, notamment des conflits idéologiques. Ces conflits armés entraînent souvent la destruction du patrimoine culturel et façon des éléments essentiels de l'identité et de l'histoire des peuples. Cette destruction peut être motivée par des raisons idéologiques, politiques ou stratégiques, visant à affaiblir une culture ou encore une mémoire collective. L'un des exemples les plus marquants est la destruction de la cité antique de Palmyre en Syrie, dont plusieurs monuments ont été dynamités par des groupes terroristes. De même en Afghanistan, les Bouddhas de Bamiyan, statues monumentales durant le VIe siècle, ont été détruits en 2001 par les talibans, qui les considéraient comme contraires à leur vision religieuse. En Irak, la cité assyrienne de Nimroud, un site archéologique majeur, a été lui ravagé en 2015 par l'État islamique, entraînant une perte irréparable pour l'histoire de la Mésopotamie. La connaissance, cependant, n'en reste pas indemne. En effet, elle reste énormément limitée dans certains pays pour, encore une fois, des raisons idéologiques, comme en Afghanistan avec l'interdiction aux jeunes filles d'accéder à l'éducation. En effet, l'islamisation radicale de ces derniers les pousse à interdire un réel accès au savoir aux jeunes filles au nom de la religion. Ce potentiel ralentissement de la connaissance est également dû à la guerre. La bande de Gaza, par exemple, fait face à une crise éducative sans précédent en raison des conflits armés qui ont sévèrement endommagé les infrastructures scolaires. Les écoles ont été fermées pendant plus d'un an, privant ainsi près de 500 000 élèves de leur droit à l'éducation. Par ailleurs, le changement climatique et les catastrophes naturelles interviennent aussi dans la mise en danger de la culture et de la transmission du savoir. En Italie, Venise en est un exemple frappant. La cité des Doges subit des inondations de plus en plus fréquentes, fragilisant son patrimoine architectural unique. Malgré la mise en place de digues et de systèmes de protection tels que le projet MOSE, la montée des eaux continue de menacer cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
À terme, l'érosion et l'humidité risquent de détériorer irrémédiablement ces bâtiments historiques, mettant en péril des siècles d'histoire et d'art. De l'autre côté du globe, le Machu Picchu, joyau du Pérou, est lui aussi en danger. Cette cité perchée dans les Andes est soumise à une érosion accélérée et à des glissements de terrain de plus en plus fréquents, conséquence directe du changement climatique. L'augmentation des précipitations et l'instabilité des sols menacent non seulement l'intégrité du site, mais aussi l'accès à ce trésor culturel. Si ces phénomènes s'aggravent, c'est un pan entier de l'histoire précolombienne qui pourrait disparaître, privant les générations futures d'un témoignage inestimable. Au-delà de ces exemples emblématiques, de nombreux autres sites culturels à travers le monde subissent des pressions similaires. L'acidification des océans menace les vestiges engloutis, tandis que la désertification accélère la disparition de monuments anciens en Afrique et au Moyen-Orient. Certains pays mettent en place des mesures de sauvegarde, comme la numérisation des œuvres et la construction de barrières de protection. Mais ces solutions restent limitées face à l'ampleur du phénomène. Préserver la culture dans un monde en mutation constante demande donc une vigilance continue et des efforts d'adaptation qui dépassent les frontières. L'usage intensif de la technologie et des plateformes numériques a profondément modifié les interactions culturelles traditionnelles dans plusieurs pays. En Chine, par exemple, l'omniprésence des smartphones et des applications comme WeChat a réduit l'importance des formes traditionnelles de communication et d'interaction sociale qui étaient autrefois centrées sur les rencontres en personne et la participation à des événements culturels locaux. Ces applications offrent un substitut virtuel aux échanges directs, souvent au détriment de l'approfondissement des liens communautaires et de la préservation des coutumes locales. De même, en Corée du Sud, la montée en puissance de la K-pop et des dramas, soutenus par des plateformes de streaming comme YouTube et Netflix, tend à éclipser les formes d'art traditionnelles telles que le pansori, un chant narratif coréen vieux de plusieurs siècles. Bien que la popularité de la K-pop apporte une nouvelle forme de rayonnement culturel à l'international, elle crée un contraste avec la perte d'intérêt pour les arts traditionnels qui ne bénéficient pas de la même médiatisation. L'évolution technologique a ainsi profondément transformé les habitudes de lecture à l'échelle mondiale. L'émergence de la lecture sur les écrans a introduit des modes de lecture non linéaires, notamment à travers l'hypertexte, permettant au lecteur de naviguer d'un contenu à un autre de manière interactive. Cependant, cette navigation peut entraîner des problèmes de désorientation et de surcharge cognitive, rendant la lecture moins approfondie et plus fragmentée. Cependant, il reste important de noter que les jeunes générations ne lisent pas moins, mais différemment. Les outils numériques offrent de nouvelles formes de lecture et d'écriture, permettant aux jeunes de se cultiver de manière active et diversifiée. Ainsi, les préjugés sur une prétendue inculture liée aux écrans méritent d'être nuancés car ces supports constituent des vecteurs d'information et de savoir adaptés aux évolutions contemporaines. L'érosion des langues et des traditions est un phénomène qui s'accélère sous l'effet de la mondialisation, des politiques d'assimilation et des conflits culturels. La disparition d'une langue entraîne la perte du savoir ancestral, de pratiques culturelles et d'une vision unique du monde. Au Canada, les politiques coloniales, notamment les pensionnats autochtones, ont gravement affecté la transmission des langues indigènes et les recherches sur cette histoire sont aujourd'hui menacées par une réduction des financements fédéraux. En Russie, la russification a conduit à la disparition progressive des langues des peuples sibériens, tandis qu'aux États-Unis, la domination de l'anglais a marginalisé les langues amérindiennes, malgré des efforts récents de revitalisation. En Australie, la colonisation a entraîné la disparition de nombreuses langues aborigènes, laissant subsister seulement quelques locuteurs âgés. En Guyane française, la restitution inachevée des terres aux peuples autochtones entrave la préservation de leurs traditions. Face à ces défis, la protection et la revitalisation des langues autochtones restent essentielles pour sauvegarder ce patrimoine immatériel. Les pressions économiques et le tourisme de masse jouent également un rôle dans la mise en danger de la culture et du patrimoine. En Thaïlande, de nombreux temples bouddhistes, notamment ceux de Bangkok, attirent des millions de visiteurs chaque année. Si cette affluence contribue à leur préservation financière, elle entraîne aussi une transformation de leurs fonctions premières. Certains lieux de culte deviennent de simples attractions touristiques, où l'aspect spirituel est relégué au second plan. L'irrespect de certaines règles, comme le port de tenues inappropriées ou le comportement bruyant des visiteurs, témoignent de cette évolution qui pose la question de l'équilibre entre l'ouverture au public et le respect des traditions.
En Espagne, Barcelone fait face à une problématique similaire avec un tourisme de masse qui modifie profondément l'identité de la ville. Certains quartiers historiques comme le Barri gothique ou la Barceloneta se transforment en vastes zones commerciales adaptées aux visiteurs au détriment des habitants qui peinent à maintenir leur cadre de vie. La montée des loyers, la prolifération des boutiques de souvenirs et la disparition progressive des commerces de proximité témoignent de cette mutation. Face à ces défis, les autorités locales tentent de réguler l'afflux touristique en limitant les locations saisonnières et en préservant des espaces dédiés aux résidents. Au-delà de ces exemples, de nombreuses villes et sites culturels doivent aujourd'hui composer avec ces dynamiques contradictoires. Si le tourisme constitue une source essentielle de revenus pour la conservation du patrimoine, son développement incontrôlé risque d'en altérer l'essence même. Trouver un équilibre entre mise en valeur et protection de la culture reste un défi majeur pour de nombreux pays. On peut maintenant passer à la seconde partie de cet épisode où nous parlerons plus précisément de la France et on peut directement commencer en parlant des causes de la fragilisation de la culture et de la connaissance. Donc l'une des premières causes, ça va être les choix politiques et économiques avec un désengagement et une logique de rentabilité. Bien que le budget du ministère de la Culture ait officiellement progressé, atteignant environ 11 milliards d'euros en 2024, cette augmentation, elle ne se traduit pas toujours par un renforcement effectif de l'accès à la culture sur le terrain. En effet, on retrouve de nombreuses collectivités territoriales qui continuent de réduire leurs subventions, fragilisant ainsi les institutions culturelles régionales et locales. Cette tendance s'inscrit dans une politique globale axée sur la rentabilité économique, où les projets à fort potentiel financier sont favorisés au détriment d'initiatives moins lucratives, mais indispensables pour maintenir la diversité culturelle. Par exemple, dans certains départements, cette logique a déjà conduit à la fermeture des médiathèques et de centres culturels, privant ainsi une partie de la population d'un accès facilité à la culture. En définitive, ces choix politiques illustrent parfaitement comment une logique de rentabilité économique peut, à long terme, compromettre l'enrichissement culturel et l'égalité des chances en creusant les fractures déjà présentes dans notre société. De même, la mondialisation, combinée à l'essor du numérique, a profondément modifié les modes de production et de diffusion de la culture. Les plateformes de streaming, par exemple, ont démocratisé l'accès à un vaste répertoire d'œuvres, mais elles favorisent en parallèle une standardisation des contenus. Les algorithmes de recommandation, en enfermant les utilisateurs dans des bulles de contenu, limitent leur exposition à une diversité culturelle plus large. Ce phénomène nuit particulièrement aux productions locales ou régionales qui se retrouvent souvent éclipsées par des offres globalisées et économiquement plus rentables. La logique du big data, qui repose sur l'exploitation massive de données pour identifier des tendances et augmenter les prises de décision et de l'optimisation des revenus publicitaires, tend ainsi à uniformiser l'offre culturelle, au détriment d'une diversité qui constitue pourtant un vecteur essentiel de connaissances. Les pratiques culturelles des Français ont également évolué ces dernières décennies. Des études récentes indiquent effectivement qu'entre 2008 et 2018, la proportion de personnes se livrant régulièrement à une activité culturelle amateur est passée de 50% à 39%. En effet, ce recul il s'accompagne d'une diminution du budget alloué par les ménages à la culture qui a chuté de 10% entre 2011 et 2017. Ces chiffres ils illustrent non seulement une baisse d'intérêt pour certaines formes de culture dites entre guillemets exigeantes ou dites moins accessibles, mais aussi l'impact des inégalités sociales et territoriales. Dans les zones rurales et les quartiers défavorisés, l'accès à l'offre culturelle reste limité, renforçant ainsi la fracture culturelle et réduisant les opportunités d'enrichissement intellectuel et social. À ce contexte s'ajoute une décision récente du gouvernement concernant le Pass Culture, un dispositif pourtant essentiel pour permettre aux jeunes d'accéder à une offre culturelle de qualité. Historiquement doté de 300 € pour les jeunes de 18 ans, le Pass a vu sa valeur réduite à 150 € et, de manière encore plus marquante, les moins de 17 ans n'y ont désormais plus accès. Cette modification, en appauvrissant les moyens d'accès aux équipements culturels pour les jeunes, et notamment pour ceux issus de milieux défavorisés, risque d'amplifier les inégalités et de limiter les chances de réussite pour une tranche vulnérable de la population. Ainsi, la fragilisation de la culture et de la connaissance en France résulte d'un cumul de facteurs. Des choix politiques et économiques orientés vers la rentabilité qui entraînent un désengagement progressif des pouvoirs publics, l'homogénéisation des contenus induite par la mondialisation numérique et une évolution des pratiques culturelles marquées par un désintérêt croissant, en particulier dans les milieux défavorisés.
Pour répondre à ces défis, il sera nécessaire de repenser les politiques culturelles en valorisant la diversité et en garantissant un accès équitable à la culture et à la connaissance pour tous. La France, longtemps reconnue pour son rayonnement culturel et intellectuel, traverse aujourd'hui une période d'affaiblissement de la culture et du savoir. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Baisse des financements publics, précarisation des artistes et des chercheurs, mise en péril du patrimoine et marchandisation croissante de la culture. Depuis plusieurs années, les budgets alloués à la culture, à l'enseignement supérieur et à la recherche sont régulièrement restreints. Par exemple, les subventions au théâtre, festivals et musées diminuent, fragilisant de nombreuses institutions, en particulier celles qui ne bénéficient pas d'un fort soutien privé. De surcroît, les universités et la recherche souffrent d'un manque de moyens, avec des locaux vieillissants et une augmentation des postes précaires. En outre, l'éducation nationale voit la réduction des effectifs enseignants et des suppressions d'options artistiques dans les lycées, ce qui contribue à un appauvrissement de l'offre culturelle pour les jeunes. Il est forcé de constater que les métiers de la culture et du savoir deviennent de plus en plus précaires, mettant en péril la diversité artistique et intellectuelle. En effet, les intermittents du spectacle doivent faire face à une insécurité croissante, avec une diminution des productions et une difficulté considérable à obtenir des contrats. C'est malheureusement le même constat pour les artistes indépendants, tels que les écrivains, les plasticiens ou encore les musiciens, qui peinent à vivre de leur travail, souffrant de la domination des grandes plateformes numériques et d'une logique de rentabilité qui favorise les productions grand public. Pour les enseignants-chercheurs et intellectuels, ils voient leurs conditions de travail se dégrader, avec des pressions administratives toujours aussi importantes et un manque de reconnaissance pour leurs travaux. Les monuments historiques et les œuvres d'art, témoins du riche héritage culturel français, sont menacés par un manque de financement et d'entretien. De plus, de nombreux édifices classés nécessitent des restaurations urgentes, mais les fonds publics sont insuffisants pour assurer leur préservation. Et enfin, les bibliothèques et musées subissent des réductions de personnel et de moyens, ce qui limite encore plus l'accès du public au savoir. Maintenant que nous avons montré que la France, face à un affaiblissement de la culture et du savoir à cause de différents facteurs, nous allons expliquer comment cette fragilisation s'accompagne d'une crise bien plus profonde, celle de la vérité et de la mémoire, où la désinformation et la manipulation de l'histoire menacent notre rapport au savoir. On peut d'abord commencer en disant que les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'information. Plusieurs questions résultent néanmoins face à une utilisation encore plus croissante de cet outil dans un monde où tout devient numérique. Des plateformes telles que TikTok ou encore Instagram sont devenues des sources principales et incontournables pour de nombreux jeunes. Elles permettent ainsi de faciliter la diffusion du savoir et d'y accéder de manière plus simple et plus rapide. Pourtant, on pourrait se questionner sur la fiabilité et la qualité de ces connaissances. En effet, ces plateformes, elles agissent comme des véritables filtres et on peut y retrouver de nombreuses choses comme des opinions ou encore de la désinformation. Par exemple, des enquêtes ont montré que 27% des utilisateurs de TikTok estiment qu'il est difficile d'identifier un contenu trompeur sur l'application et 76% ont été confrontés à de fausses informations. Celles-ci peuvent paraître anodines, pourtant leur présence elle a renforcé un phénomène bien plus large qui est nommé sur les réseaux sociaux la « culture du vide ». Ces nombreux outils numériques favorisent des contenus courts et assez légers où l'objectif n'est pas d'approfondir un sujet, mais bel et bien d'attirer l'attention pour obtenir des vues et des likes. En effet, Sarah, cette culture du divertissement et d'une consommation toujours plus rapide où on privilégie la quantité à la qualité peut engendrer une forme de savoir, entre guillemets, superficiel. Ce phénomène est exacerbé par l'omniprésence de créateurs de contenu publiant des vidéos contenant des informations non vérifiées ou tentant de mettre en avant leur opinion, plutôt que de véritables faits. Dans ce climat, la vérification des informations est rendue plus difficile, car les individus ont de plus en plus de mal à discerner le vrai du faux et contribuent ainsi à un désintérêt croissant pour la qualité de l'information. Cette situation pose donc un défi majeur pour l'éducation et la transmission de la vérité dans notre société. Ensuite, on peut dire qu'au-delà des réseaux sociaux, on constate le développement d'une certaine méfiance envers les intellectuels. Alors que la France connaît une méfiance généralisée envers les institutions politiques, ses préoccupations s'étendent vers les intellectuels comme les scientifiques, les journalistes, enseignants, historiens. Ce doute persistant s'appuie souvent sur le fait que le savoir institutionnel serait biaisé ou manipulé, ce qui complique de plus en plus la transmission d'une connaissance collective et objective. En conséquence à cela, les plateformes sont devenues un outil pour la propagation des théories du complot.
Ces théories visent souvent à remettre en question des faits établis, trouvant une large audience avec par exemple les réseaux sociaux. On peut prendre l'exemple des théories des platistes, c'est-à-dire le fait de penser que la Terre est plate, ou encore les théories sur la pandémie du Covid-19, qui sont partagées de manière continue et massive par de nombreux utilisateurs cherchant des explications alternatives à ce qui a été prouvé jusqu'ici. Ainsi, l'anonymat sur les plateformes permettant aux individus de partager ces théories sans craindre les critiques et de le faire de manière rapide sans contrôle ou vérification. Exactement, Sarah, et c'est pour ça qu'on peut dire que cette dynamique de méfiance envers la pensée critique et rationnelle devient un véritable frein à la transmission du savoir et à l'épanouissement d'une société éclairée. Enfin, on peut dire que l'instrumentalisation de l'histoire, elle représente un véritable danger pour la mémoire collective. Le développement des entre guillemets deepfakes, c'est-à-dire un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié avec l'intelligence artificielle, facilite la création de faux documents historiques, ce qui rend encore plus difficile la distinction entre vérité et fiction. Ces technologies permettent de manipuler des vidéos et des témoignages historiques à des fins de propagande, ce qui fragilise le rapport des citoyens à la mémoire collective et à l'histoire. Par exemple, de fausses citations attribuées à De Gaulle ou Mitterrand circulent régulièrement, servant à appuyer des discours politiques. Ces détournements, souvent invisibles pour un public non averti, participent grandement à la désinformation et où la mémoire collective représente comme un moyen de mettre en avant certaines idéologies. Sauver la culture et la connaissance est un défi digne d'un aventurier, entre Indiana Jones et un geek passionné de MOOCs. D'abord, la protection du patrimoine est cruciale face aux conflits, aux catastrophes et à la négligence. La bibliothèque de Mossoul, détruite par Daesh en 2015, illustre cette menace. Des siècles de savoir partis en fumée. Heureusement, des initiatives comme l'UNESCO ou The Mosul Book Bridge s'efforcent de restaurer ces trésors. Mais le patrimoine, ce n'est pas que des vieilles pierres. Des langues disparaissent toutes les 2 semaines, emportant avec elles des visions du monde unique. C'est ça, Rime. Et l'accès au savoir est un autre enjeu. Avoir une bibliothèque, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir y entrer. Dans certains pays, un simple manuel scolaire est un luxe. Toutefois, des plateformes comme Khan Academy tentent d'y accepter, mais encore faut-il avoir Internet. Pendant la pandémie, des enfants péruviens grimpaient sur des collines pour capter du réseau et suivre leurs cours, pendant que d'autres râlaient parce que le Wi-Fi ramait sur Netflix. Enfin, la transmission évolue avec la vulgarisation et les nouvelles technologies. En effet, YouTube démocratise la connaissance, mais l'algorithme favorise les potins d'influenceurs plutôt que l'histoire de l'Empire romain. Et puis après tout, qui garantit que nos archives numériques survivront au siècle à venir ? Un blackout numérique et pouf, toute notre mémoire pourrait disparaître. Bref, protéger la culture, c'est bien plus que sauvegarder des monuments. C'est s'assurer que le savoir reste accessible, transmissible et surtout vivant. Pour conclure, il est indéniable que la culture et la transmission du savoir en France et dans le monde font face à des défis multiples, entre tensions politiques, évolution technologique et pression économique. Si les nouvelles technologies offrent des possibilités inédites pour diffuser la connaissance, elles génèrent aussi des dérives, comme la fragmentation de l'information et l'uniformisation culturelle. Parallèlement, les crises mondiales érodent des pans entiers du patrimoine et des savoirs ancestraux. L'affaiblissement de la culture et de la connaissance ne se limite pas à un simple désaltéré, mais résulte d'un ensemble de dynamiques complexes, notamment la précarisation des acteurs du savoir et la montée de la désinformation. Il est ainsi crucial de repenser les politiques culturelles et de garantir un accès équitable à la culture et au savoir. Face à ces défis, l'avenir de notre patrimoine dépendra de notre capacité collective à le défendre et à le préserver pour que la diversité culturelle demeure un bien commun. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous et on se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode de Pôle Actu, Spill the Politics.